Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour, Merci. bonne année. Bonne santé, plein de bonnes choses pour vous. Tous mes Pour vœux. vous aussi. Bon, tiens, puisqu'on parle des vœux, vous avez vu les vœux, j'imagine, d'Emmanuel Macron. Il a estimé, enfin, est-ce que vous estimez qu'il a fait une sorte de mea culpa, même léger, sur la dissolution ratée? Il a fallu 6 mois pour qu'il accepte une évidence. C'est intéressant psychologiquement. Je veux dire, Ça dit quoi? non, mais ça dit que moi, vous savez, depuis le départ, je n'ai cessé de le dire pendant ces 6 mois, quand un homme intelligent prend une décision absurde, le problème n'est pas intellectuel, c'est un problème psychologique. Et je pense qu'il vivait dans un monde fictif en espérant gagner les législatives et qu'il y a eu très longtemps un déni de réalité. Alors le déni de réalité quand même finit par s'effacer. Cela dit, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas, ce n'est pas l'essentiel, parce que l'essentiel c'est que nous sommes dans une situation de congélation politique. Mais il existe un chemin pour sortir de la période d'instabilité, nous a dit vendredi, dit François Bayrou à ses ministres. Il ressemblera à quoi ce chemin? J'aimerais bien savoir lequel. Si nous avions un endettement de 60% du PIB. Si nous étions allemands, quoi. Si nous étions allemands sans les problèmes des Allemands. Évidemment, le chemin, ce serait pour faire passer un budget, d'avoir un budget relativement laxiste, c'est-à-dire satisfaire les desiderata des parties prenantes qui ne sont pas dans le bloc central. Bon, mais le problème, c'est qu'on est à 115% d'endettement et qu'on n'a pas les moyens. Il faut voir ce qui s'est passé l'année dernière. L'Italie a diminué son déficit budgétaire au dernier trimestre. Il est passé de 6% l'année précédente à 3%. Ouais. Moins de 3% même. L'Italie, donc, est en train de rentrer dans les clous. Nous étions le mauvais élève de la classe, nous sommes en train de devenir le cancre des cancres. Et l'absence de perspective politique claire ne va qu'aggraver cette situation. Alors, vous savez, l'économie, il y a 2 facteurs de production, en théorie. Le capital et le travail. La réalité, c'est qu'il y a 3 facteurs de production. Le capital, le travail et la confiance. Et là, nous sommes en train de perdre le 3e facteur de production. Une économie sans confiance est une économie qui n'avance pas. Oui, l'économie française qui est à l'arrêt, on peut le dire. Et l'économie française est à l'arrêt. Les grandes entreprises, un peu moins, parce que les très grandes entreprises qui font notre fierté sont quand même françaises, elles ont leur siège en France, leurs dirigeants sont français, 80% de leurs revenus, mais l'essentiel de leurs revenus, et plus encore de leurs profits, est hors de France. Mais dès qu'on descend la chaîne et qu'on arrive aux entreprises moyennes et en plus et aux plus petites entreprises, là le système se congèle. Pas d'investissement, pas d'embauche, pas de commandes en progression. Non, c'est une situation absolument délétère, il faut le dire. D'un point de vue politique, certains disent que la vraie question, c'est pas de savoir si le gouvernement Bayrou va chuter, mais quand. Après le discours de politique générale en mi-janvier, en mars, lors le vote du budget, c'est être catastrophiste que de dire ça, ou c'est ça la réalité? Ou est-ce qu'il y a vraiment un chemin pour... C'est très difficile. Parce que la haie, c'est le budget. La haie, c'est le budget. Enfin, oui et non. Le budget va donner lieu à une motion de censure, sera-t-elle votée ou pas votée? Mais il ne faut jamais oublier que dans nos institutions, une motion de censure peut être déposée à tout moment. Et ça, on ne peut pas... On donne aux Français l'impression que motion de censure et procédure du 49.3 sont synonymes. C'est pas vrai. Le 49.3 donne l'occasion de déposer une motion de censure, mais une motion de censure peut être déposée à tout instant. Donc le glaive qui est dans les mains de Madame Le Pen peut à tout moment tomber. C'est elle toujours dès lors que les socialistes continueront à coller comme ils le font avec LFI. La seule chance, en réalité, de stabilité, ça aurait été que les socialistes acceptent, au nom des 2 gauches irréconciliables, concept très légitimement présenté par Manuel Valls, dont je suis de ceux qui saluent le retour au gouvernement,
et je trouve en particulier que 10 ans après Charlie, quand on a à l'esprit son discours à l'Assemblée au lendemain des attentats, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le retour d'hommes de qualité ne fait pas changer d'une voix les équilibres parlementaires. Donc quand Mélenchon dit le gouvernement ne passera pas l'hiver, Non, parce qu'il fait c'est son intérêt, c'est son non, intérêt. parce que Mélenchon fait le pari que c'est aussi l'intérêt de Madame Le Pen. C'est ça la vraie question. Parce qu'il y a un butoir politique à part le budget qui est tout à fait décisif, c'est le 31 mars. Savoir si elle sera inéligible ou pas. Est-ce que l'inéligibilité plus que probable de Madame Le Pen sera accompagnée d'une exécution immédiate, sur laquelle on ne peut pas dire là plus que probable? C'est un risque, disons, une chance sur deux. Est-ce que Mélenchon aurait souhaité, c'est qu'elle entre dans une logique de faire tomber le gouvernement le plus vite possible, un nouveau gouvernement s'installe, vaguement, de le faire tomber à nouveau, et de pousser ainsi le président à la démission pour avoir une présidentielle anticipée. C'est ça le pari que Mélenchon fait sur Marine Le Pen. Bon, je pense que l'échéancier ou le calendrier est quand même un peu court pour que 3 ou 4 gouvernements tombent d'ici le 31 mars. Qu'est-ce qui se passe si effectivement tous les 2-3 mois on a des censures et des gouvernements qui tombent? Après, ça nous mène aux élections législatives. Est-ce que le président y a intérêt ou est-ce qu'on a le risque d'avoir une même tripartition, une même fracturation en 3 blocs de l'Assemblée? Si le président dissout, parce qu'il a épuisé les gouvernements, et qu'on a la même Assemblée, il est en réalité ingouvernable, il n'aura pas d'autre solution que de partir. Il faut bien appeler un chat un chat. Oui, mais si la présidentielle est anticipée, il y aura cette même Assemblée ingouvernable pendant un an de plus avec un nouveau président. Et c'est vrai. On est reparti pour un an. C'est vrai, mais vous recréez vaguement un climat politique différent. Donc on est dans une situation qui est, à certains égards, insoluble. Alors, j'en reviens à mon point de départ. C'est la difficulté de la situation économique qui la rend insoluble. Si on avait une aisance budgétaire, on arriverait à acheter du temps et du compromis. On ne l'a pas. Parce que, quels sont les chiffres aujourd'hui? Le ministre de l'économie et des finances, qui est un homme incontestablement compétent, quelqu'un qu'on connaît bien, a dit qu'il ramenait le taux de croissance à 0,8 et qu'il espérait avoir un déficit entre 5 et 5,5. Bon. La réalité probable, on part de 6, théorique. La réalité probable, c'est qu'on va très probablement vers une croissance très proche de 0, pour des raisons qui ne tiennent pas qu'à nous non plus, qui tiennent aussi à la crise des allemandes, qui est quand même notre premier client, et on va très probablement, parce qu'on n'aura pas la force d'avoir la main assez ferme pour faire des économies budgétaires sensibles, on va vers un déficit qui risque de revenir autour de 6. Donc 0 de croissance économique, 6 de déficit budgétaire, il faut vraiment que le monde continue à être extrêmement bénévolent à notre égard, car il pourrait la décote française. Non, il y a deux choses. Il y a le spread. Alors le spread, 85 points de base. Les 85 points de base ici vaut sur cette chaîne-là, les gens savent ce que ça veut dire. Politiquement, c'est quelque chose qui n'est pas très très sensible, mais c'est quand même très important. Et puis, il y a la décote des actions. Alors, la chance à certains égards du pouvoir politique, c'est qu'il y a très peu d'actionnaires individuels français gérant eux-mêmes leurs actions. Parce que la décote dans les actions, elle est très claire. Nous sommes la seule bourse occidentale à avoir baissé en 2023. L'Allemagne, nonobstant la crise qu'elle connaît, et qui est une crise durable. Moi, les Allemands se redresseront, je veux dire. La puissance de l'économie allemande fait qu'elle se redressera. Mais ça prendra 2, 3, 4 ans. Le DAX allemand a fait plus 15%. Et je ne parle évidemment pas des États-Unis qui sont un autre monde, comme mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure sur cet écran. Bon. Et donc, en même temps, on a Éric Lombard, donc nouveau ministre de l'économie et des finances, qui dit vouloir réduire le déficit sans tuer la croissance. On voudrait tous que ça se passe comme ça, mais c'est pas simple, ça. D'autant plus avec une croissance qui tend potentiellement vers 0 cette année. Normalement, dans la situation de croissance qui est la nôtre, il faudrait ne pas réduire le déficit.
Mais pour ne pas réduire le déficit, il faudrait ne pas être endetté massivement comme tout le Donc c'est insoluble. Donc c'est une situation quasi insoluble. Donc on ne peut pas... Alors ça peut peut-être durer un certain temps, et puis à un moment ça explose. Bon. Le jour où ça explose, à ce moment-là, la France sera devant des décisions difficiles que le monde extérieur lui imposera. Beaucoup de gens disent que c'est too big to fail, la France, que la France ne chutera pas parce que... C'est pas tout fail. C'est qu'à un moment, il faudra nécessairement faire des économies budgétaires. Et, je veux dire, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé chez nos voisins du sud de l'Europe. Quel est le pays qui a la meilleure croissance économique et qui paraît un modèle dans l'Union européenne? C'est l'Espagne, qui était au bord de la faillite. Le Portugal s'est formidablement redressé. La Grèce, qui se finance au même prix que nous, la Grèce, qui était en faillite et qui doit à François Hollande d'avoir pu rester dans l'euro, en réalité va bien. Donc les pays qui ont payé le prix collectif de l'ajustement vont bien. Il faut quand même avoir en tête que nous sommes un pays où le discours de vérité n'a pas été tenu probablement depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis l'époque de Valéry Giscard d'Estaing et de Raymond Barre. Vous n'avez aucun homme politique, même de grande morale et de grand talent, qui dit aux Français, 1. Nous ne travaillons pas assez. 2. Il l'a dit indirectement, c'était la politique de Macron. Non. Au début, de vouloir augmenter le taux d'emploi, plus de gens au travail. Attends, non. Macron a très légitimement visé une chose qui est de remonter le taux d'emploi et d'essayer de remonter le taux d'emploi des seniors. Ouais. Et il a pris les mesures qu'il fallait. Mais c'est une politique qui rapporte à 10 ans. Ouais. Entre-temps, il faut tenir le budget. Il n'empêche qu'en nombre d'heures travaillées, nous travaillons 10% de moins que les autres Européens. Donc la réalité, c'est quoi? Nous ne travaillons pas assez. Nous avons un État-providence qui est le plus généreux d'Europe et qui est financé essentiellement, quasiment exclusivement, par le travail. Le résultat, c'est qu'on a cette situation aberrante où les charges sociales font que le salaire net en fin de course pour le travailleur, surtout le travailleur pauvre, demeure extrêmement faible. Donc on est devant des enjeux qu'on n'a pas traités depuis des décennies. Et l'enjeu du mode de financement de la protection sociale est fondamental. Ça veut dire quoi? Et vous la financez comment alors, cette protection sociale? Ça veut dire qu'il faut... de la TVA, de la hausse de la TVA. Elle a dit non, Amélie de Montchalin, dans le Parisien. Mais non, mais c'est un tabou depuis 1995. La dernière hausse de la TVA en France, elle date d'Alain Juppé, il y a 30 ans. En effet, Alain Juppé, pour nous permettre de rentrer dans l'euro, et il a eu raison de le faire, nous a amené à avoir un taux de TVA qui était le plus élevé de la zone euro. Aujourd'hui, avec 25 ans ou 30 ans sans hausse de la TVA, nous avons une des TVA qui est les plus faibles de la zone euro. Ouais. Première chose. Deuxièmement, il faut quand même rappeler que quand il y a une hausse de la TVA, une partie est absorbée par les industriels et les distributeurs. Quand Mme Merkel a augmenté la TVA de 3%, la hausse des prix a été de 1,2 ou 1,3. Quand Juppé a augmenté la TVA de 2%, la hausse des prix a été de 0%. Alors c'est vrai qu'une hausse de la TVA est une ponction sur le pouvoir d'achat collectif. Donc c'est quelque chose quand on dit on n'augmentera pas la TVA, on ne touchera pas au pouvoir d'achat de la classe moyenne, on se contentera de prendre des mesures symboliques que j'approuve sur les contribuables aisés, les contribuables, mais le moins possible sur les entreprises, il n'empêche que l'équation ne se boucle pas. Or, au fond, le président de la République n'est pas rééligible par le fait de la Constitution. Donc, il serait dans une situation où il pourrait dire la vérité au pays. Le problème, c'est que comme ses prédécesseurs, il ne l'a pas dite pendant 7 ans. Donc, c'est une forme de reniement par rapport à lui-même aussi de la dire. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, nul ne peut le contester. Ça fait 50 ans qu'aucun homme
politique ou personne ne aucun tient ce homme discours, d'État ni à droite, ne tient ce discours. ni extrême gauche, ni Non, extrême non, droite. Personne laisse ne de tient côté ce les discours. extrêmes, même à l'intérieur du bloc central, disons de ce que j'appelle depuis des cercle de la raison. décennies le cercle de la raison, personne parmi la classe politique ne tient ce discours. Qui aujourd'hui est le plus mûr dans ce pays? En fait, les organisations sociales. Je trouve que Syndicales. les médias, les syndicales et patronales, les médias n'ont pas attaché assez d'importance au communiqué que les organisations sociales ont toutes signé, excepté en fait de la CGT qui ne signe pas tout en étant d'accord. Bon, ça c'est la méthode de la CGT, et qui était une leçon de morale donnée à la classe politique. La maturité des organisations sociales est heureusement un élément de stabilité dans ce pays. Mais elle veut dire quoi? Elles sont mûres et elles sont inquiètes. Pourquoi sont-elles inquiètes? Parce qu'elles sentent le pays profond, elles sentent le terreau, et un terreau sur lequel il peut y avoir des accidents sociaux. Donc, je pense que l'écart de maturité, de bon sens entre les organisations sociales d'une part et la classe politique d'autre part est impressionnant. Et ça permet de penser qu'on a bien eu tort pendant 7 ans de mépriser les organisations sociales et de ne pas jouer avec elles comme il faudrait jouer. Comment on sort par le haut tout ça, de ce brouillard, de ce... Je ne sais pas. Est-ce qu'il est vraiment urgent pour la France d'avoir un budget? Non, mais Amine Monchalin dit non, c'est intenable d'avoir cette loi spéciale. Elle a raison, parce qu'elle comment elle fera 15 milliards d'euros d'économie. Non, mais comment elle fera les fins de mois? C'est-à-dire qu'on n'augmente plus rien, c'est-à-dire que les salaires des fonctionnaires seront plus indexés. Je veux dire, oui, on peut ne pas avoir de budget pendant 3 mois, pendant 4 mois, mais le dernier trimestre, comment on le fait? Sans parler de mesures, le fait qu'on ne peut plus augmenter les crédits militaires dans la situation dans laquelle on ne peut pas augmenter les embauches de la justice dans la situation où on ne peut pas appuyer sur les fonctions régaliennes. Je veux dire, la France, grande puissance, ou qui croit encore l'être, sans budget. Bon, on n'est pas la Belgique, on n'est pas un pays fédéral. Je veux dire, en Belgique, qui est un petit pays et qui en plus est un pays fédéral, c'est une situation qui est vaguement tenable. L'Espagne aussi n'a pas de budget, c'est vrai, mais l'Espagne est un pays presque fédéral. Mais dans un pays aussi centralisé, aussi politisé, aussi monarchique que la France, c'est inconcevable. Comment on en sort? Parce que je ne sais pas. Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a ouvert la voie de nouveau pour trancher certains sujets déterminants. Il avait employé le mot référendum. On a tous compris que c'était possiblement des référendums. Ce n'est pas la première fois, régulièrement depuis 2017. Il n'a jamais transformé l'essai sur les référendums. Est-ce qu'il pourrait respecter sa promesse? Est-ce que ça pourrait l'aider? Oui, il pense convention citoyenne, et ça n'a aucun intérêt, c'est du bruit avec la bouche. C'est pas l'expression populaire, une convention citoyenne, et c'est la négation de la démocratie représentative. Référendum, il faut voir la complexité d'un référendum. Un référendum, c'est pas est-ce qu'il va faire beau demain, c'est l'approbation d'un texte de loi. Il faut établir un texte de loi. Non, ça c'est le référendum constitutionnel. Ah oui, ok, pardon. Et dans un référendum législatif, c'est un texte de loi que vous présentez. Ouais. Ce texte de loi, en réalité, il est par définition compliqué. Ou alors vous faites un référendum sur quoi? J'espère bien que non. Sur la fin de vie. Bon. Mais je pense que ce serait sur le fond une erreur, et qu'en plus ça ne change pas la situation politique. En plus, la règle des référendums, la France pourrait donner des leçons au monde sur la capacité de faire des référendums perdus. Je veux dire, ou gagner d'1 millimètre. Avec l'état d'impopularité de Macron, vous croyez bien que le référendum n'a pas de signification politique. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Où il a une signification politique, et évidemment les gens répondront à celui qui a posé la question plus qu'à la question. Ouais. Donc c'est une fausse fenêtre, le référendum. Donc comment on sort par le haut, encore une fois? Je ne sais pas. Vous m'avez rarement entendu dire avec humilité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que, d'une certaine façon, il faudrait qu'une élection présidentielle et une élection législative se retrouvent coordonnées. Ouais. Bon, ça suppose que le président de la République démissionne à une date compatible avec une élection législative. Et c'est son choix personnel. Mais à un moment donné,
le contexte aussi pèse. Je veux dire, c'est déjà arrivé. La démission du président de la République française, c'est pas l'abdication de la dynastie des Habsbourg. Hein. On ne met pas fin à 1000 ans d'histoire. C'est arrivé 2 fois dans l'histoire des républiques. Pour cette raison-là, non-constitution de gouvernement. C'est arrivé avec MacMahon et c'est arrivé il y a 1 siècle exactement avec Mitterrand. Oui, mais on n'avait pas la même constitution. On n'avait pas la Ve République qui est un régime présidentiel. Hein. Non, pardon. La Troisième République était un régime présidentiel jusqu'au jour où MacMahon a respecté l'injonction de Gambetta qui était se soumettre ou se démettre. Et elle est devenue un régime parlementaire. La Quatrième République n'était pas un régime présidentiel. C'est compliqué la situation française. Nous découvrons que nous sommes, à certains égards, un régime parlementaire. Alors, ce régime parlementaire fonctionne en cohabitation. Il fonctionne quand il y a unanimité avec le chef de l'État, mais il ne fonctionne pas avec la tripartition actuelle. Et on revient quand même, parce que à un point qui est quand même fondamental, qui est quand est-ce que les socialistes redeviendront un parti de gouvernement et se détacheront de leur alliance délétère avec les insoumis. C'est une question presque plus importante que le moment où Mme Le Pen décide. La question, c'est que pèse le PS tout seul, c'est ça la question. Ah ben, il pèse la survie du gouvernement. Non, mais s'il se présente aux élections municipales et s'il est tout seul. Oui, ça dépend. Parce que parti de gouvernement, il peut retrouver aussi des voix éventuellement au centre. Il y a quand même eu dans le passé des maires qui ont été élus en réalité sans soutien des insoumis. Et puis il y a un moment où il y a des devoirs d'État. Et pour un parti qui a gouverné la France, et souvent plutôt bien, voire très bien, continuer d'être sur le porte-bagages d'un parti qui flirte avec des valeurs souvent contestables, ça n'est pas normal. Donc pour ne pas démissionner, il faudrait qu'il y ait une vraie cohabitation. Pour que Emmanuel Macron ne soit poussé à la démission, il faudrait qu'il y ait des législatives qui donnent cet été un résultat clair. Une cohabitation permet au président de survivre au niveau des apparences, mais à un degré de déconsidération qui est incroyable. Or, qu'on le veuille ou non, la fonction du président tient pour une part à son rôle international. Ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que la France est déconsidérée à Bruxelles, le plus près de nous. Alors, en effet, la France garde une certaine image, plus on s'éloigne de Paris. Quand Emmanuel Macron va en voyage officiel en Argentine ou au Chili, il est porté encore par une certaine image de la France. Mais vous savez, nos voisins ont subi notre arrogance pendant des décennies. Donc c'est très simple. Ceux qui nous aiment bien font preuve de commisération. Ceux qui ne nous aiment pas font preuve de ce que les Allemands appellent la Schadenfreude, c'est-à-dire la joie honteuse. Et en ce moment, il y a beaucoup de Schadenfreude à Bruxelles. En cas de démission, s'il y avait une élection présidentielle anticipée, qui serait le mieux placé pour remporter, d'après les sondages, ça serait Marine Le Pen. Tant est qu'elle puisse se présenter d'ailleurs. C'est très difficile à faire des conjonctures, mais s'il y a une démission du président de la République, et je ne suis pas en train de dire que je la souhaite, mais je pense qu'elle peut répondre à la logique d'une situation. Il y a un président de la République par intérim, qui est le président du Sénat. Ah oui, Gérard Larcher. S'il se présente très rapidement... Parce que l'élection, elle dure 30-40 jours. 30-40 jours. S'il se présente très rapidement, les modérés se mettront tous derrière lui. Il faut voir ce qui s'est passé aux États-Unis. L'establishment démocrate n'avait aucune envie que Kamala Harris soit la candidate. Elle était la vice-présidente. Biden a renoncé. Elle a passé 15 coups de fil dans la journée et elle a été la candidate. Donc la clé, à certains égards, serait, dans cette hypothèse-là, dans la main du président du Sénat, s'il veut se présenter. Emmanuel Macron a cassé tout ce qu'il a réussi, c'est de vous. Je crois que c'est dans une interview au Figaro. Oui, c'est vrai. Avec la dissolution, il a cassé ce qu'il a réussi. C'est-à-dire, Macron aujourd'hui devrait être le chef de file de l'Europe. C'est-à-dire, les enjeux internationaux viennent sur les thèmes dont Macron s'est fait le héros. Le héros, pas ROS, mais même dans les deux sens, pour faire du lacanisme. Le héros au sens du discours. Normalement, il devrait être aujourd'hui le moteur de l'Europe. Il ne l'est pas parce qu'il s'est mis dans une situation d'impuissance
intérieur. Par ailleurs, sa politique économique, qui a réussi de baisse du chômage, d'attractivité du pays, il l'a mise en cause par la dissolution. La France, aujourd'hui, n'est pas attractive comme elle l'était il y a de cela 6 mois. Bon. Donc il y a une espèce d'autodestruction qui est dramatique et qui est plus que désolante. Les Français qui ne comprennent rien guère à l'économie. Enfin, qui comprennent guère l'économie, c'est de vous aussi, ça? Oh bah ça, oui, alors ça, c'est le cas. Mais pour ça, il faudrait déjà obtenir que les programmes scolaires en matière d'économie soient dans l'économie réelle et non pas un résidu tardif d'une économie influencée par un marxisme primaire. On en est toujours là. C'est Ah ça oui. l'origine Oui, regardez les du péché manuels, originel. regardez les manuels d'économie. Bon, avant de se quitter, votre livre, évidemment, Somme toute, chez Grasset. C'est le 50e. J'étais sur le... Oh, c'est autour du 50e, mais Comme Woody Allen, à chaque fois, c'est Woody Allen. Ne le dites pas, ça me vieillit. Donc vous évoquez toutes les figures qui ont compté pour vous, des moments clés de l'histoire de notre pays, des concepts qui ont fait votre gloire médiatique, Sac de la raison ou Mondialisation heureuse. Voilà, ce livre, il est important pour vous, ce livre? Non. Non. Au 50e, vous savez, on est une vieille usine amortie. Hein. Et dans les grands personnages qui vous ont... Oh, bah, je parle que de mort dans ce livre. Donc tous les personnages que je cite sont des personnages à qui dessein, étaient à mes d'ailleurs yeux... Oui, à dessein. Peut-être que les vivants feront le livre suivant. Bon, ok. Et il est sorti quoi, il y a 2 mois déjà? Oui, c'est ça, oui. Bon, et un seul personnage, s'il y avait un personnage dont on peut parler avant de se quitter? Mais je vais vous le dire, bizarrement, je vais citer le nom d'un homme politique, le seul qui est dans ce petit panthéon, c'est Pierre Mauroy. Pourquoi? Parce que Pierre Mauroy avait le sens de la réalité économique et avait gardé le lien avec le monde populaire et la classe ouvrière. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que la gauche a perdu le lien avec la classe ouvrière qui est passée du côté du Rassemblement national. Donc Mauroy tenait à la fois ce lien qui est la matrice naturelle de la gauche et de l'autre côté, en réalité, avait une conscience de la réalité économique comme un socialiste allemand, ce qu'il était au fond, même s'il était français. Allez, merci pour cet entretien avec vous. Alain Minc, invité la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt.